Bonjour chers téléspectateurs de LAS TV. Nous vous recevons ce soir pour cette première édition de l'émission Quelques pages, une émission littéraire que vous aurez tous les 15 jours au niveau de la scène LAS TV. Pour cette première édition, nous recevons une écrivaine de talent parce que son premier ouvrage est pour moi, et je l'assume, je le dis, un premier jet et un jet de maître, un roman d'une gare à une autre. Je veux parler de Anta Diop Gning. Anta, je vous salue. Bonjour Sitafa et bonjour à tous les internautes, tous les téléspectateurs qui vont nous regarder sur cette émission. Merci de nous honorer de votre présence. Vous êtes, comme je viens de le dire tout à l'heure, notre première invitée. Et moi, je tenais personnellement à ce que ça soit une dame. Merci de nous donner cette occasion. Ça aurait pu être un monsieur. Moi, je préfère que ce soit une dame. C'est un honneur. Merci Sitafa, tout l'honneur est pour moi. Quelques pages, une émission littéraire qui va parler des œuvres des écrivains sénégalais. Et d'ailleurs, certainement, on va vous inviter à partager quelques pages avec nos internautes et téléspectateurs. On va échanger sur ces pages et autour du livre de façon générale. C'est votre premier ouvrage? Exactement, c'est mon tout premier. Comment était l'accueil du public par rapport à cet ouvrage? Très enthousiaste, avec beaucoup de curiosité, beaucoup de surprises aussi, parce que ça sortait des chantiers battus. Ils ne s'y attendaient pas du tout. D'une gare à une autre? Oui. Pourquoi le titre? Pour invoquer le voyage, oui, tout simplement. Pour être dans un train, vivre dans le train, enfin, à l'espace d'un voyage. Et profiter de ce que chaque gare peut offrir comme visuel, comme vie, comme environnement, mais aussi pouvoir imaginer tout ce qu'il y a derrière ces gares. C'est une invitation au voyage. Moi aussi, je vous embarque dans ce train de Anta Diop Gning. On va certainement arriver bientôt à notre première gare. Et pour ce faire, on va vous inviter à partager votre première page avec nos internautes et téléspectateurs. Oui, au sens propre comme au sens figuré, c'est bien la première page du livre. Ouais. En tout cas, le premier chapitre, ouais, qui se nomme Fadjar. Bon, Fadjar, comme on écrit. Alors, un moment d'une agréable et suave douceur, le matin. Quel est ton matin? L'aube, quand percent les premiers rayons du soleil? Avant le chant du coq? Après une bonne grasse matinée? Au premier appel du muezzin? Quel est ton matin? Quel est ce moment où tu te sens renaître paisiblement, où tu as l'impression qu'il n'existe que toi dans ton environnement, dont tu ne refuserais de partager la magie silencieuse? Mon matin à moi débute au premier muezzin, appelant à la prière de Fajr. Et il s'étendra jusqu'au lever du soleil et sur des heures. Des heures durant lesquelles Dieu m'offre son nuit et son attention, et je les prends totalement. Des heures durant lesquelles Dieu m'envoie les anges et je profite de leur présence. Votre premier chapitre, c'est Fajr. Pourquoi avoir fait le choix de démarrer votre voyage à l'aube? Parce que j'estime que tout commence à l'aube. La journée commence à l'aube. Le matin est plein de symbolique, on va dire. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? Donc pour moi... Ça dépend en tout cas.
En tout cas, c'est une citation assez célèbre et reconnue. Et on se rend compte que de plus en plus, il y a beaucoup de développement autour du miracle du matin. Du matin, ouais. Beaucoup d'écrits. Je ne veux pas citer de titre pour ne pas faire de publicité, mais en tout cas, de plus en plus, les gens sont encouragés, sont exhortés à se réveiller de plus en plus tôt, à démarrer la journée de plus en plus tôt, à méditer de plus en plus tôt pour se retrouver et pour pouvoir, voilà, pouvoir atteindre d'une manière en tout cas beaucoup plus aisée, on va dire, ses ambitions la journée et du coup de la vie. Donc oui, pourquoi pas le matin? Et dès cette aube, il y a déjà la question de la foi qui emprunte les textes. Et beaucoup d'interrogations également. Pourquoi avoir posé autant de questions? C'est des questions qui vous sont propres ou vous posez des questions à l'autre? Je pose des questions au lecteur. Je veux que le lecteur lui-même se pose des questions en lisant et qu'il apporte ses propres réponses. Ce n'est pas un roman qui, au-delà de te faire voyager, c'est aussi un moment d'introspection et de trouver ses propres réponses. Vous invitez dans ce cas les lecteurs à se poser des questions au fil de la lecture, certainement. Et cette question de la foi, on va s'arrêter sur cette question. Elle traverse le livre. Des invocations du Saint-Coran, de la résilience, beaucoup de spiritualité dans le livre. Est-ce une partie de vous que vous avez également transmis à travers ces pages? Je pense qu'on retrouve dans tout livre une partie de l'auteur, dans des proportions différentes, mais je pense qu'un roman reflète d'une manière ou d'une autre, en tout cas une partie de l'auteur. Donc oui, une spiritualité qui, pour reprendre vos mots, qui traverse le livre, parce que pour moi, nous sommes tous mus par quelque chose, que ce soit la foi. En général, c'est la foi en quoi, ça dépend des gens, mais nous sommes tous mus par la foi en quelque chose. Et donc, pour moi, c'était intéressant, dès le départ, de capter le lecteur par rapport à travers sa foi. Et aussi, il y a cette résilience, si on veut, on peut dire cette patience, malgré qu'on a l'air d'être dans un travelling, si on veut parler de façon cinématographique. En mouvement, on est dans l'ouvrage, à travers un mouvement qui est entrecoupé par les différentes gares. On va certainement en revenir par rapport à ce choix de découpage. Mais on sent cette quiétude, cette patience, cette endurance également. Oui. Qu'est-ce qui explique cela dans votre roman? C'est emprunté à la vie. C'est emprunté à la vie tout court. J'aime bien dire que j'invite les gens à un voyage dans ce train de la vie. Parce que dans l'absolu, de toute façon, on voyage dans la vie, voilà. De la naissance à la mort, c'est un voyage. Et que ce sont des valeurs, des principes qu'on emprunte forcément à un moment ou à un autre de la vie. Quand je dis on, c'est tout un chacun. La résilience, parce qu'il nous la faut forcément pour traverser certains épisodes forcément de la vie. La patience, que nous disons être une des plus grandes, sinon meilleures vertus. Oui. Voilà, et qui est une des meilleures caractéristiques des hommes les plus forts, la patience. Voilà, et j'espère que pouvoir l'acquérir un jour. C'est pas donné d'être patient face à tout ce qui peut secouer le quotidien ou la vie d'un homme. Donc oui, pour moi, ce sont des vertus que tout un chacun espère peut-être avoir. Je serais en tout cas tenté de vouloir capter quelque part. Il y a aussi la question de l'amour, naturellement, qui est dans le roman.
Et un chapitre dédié à la haine. Oui. L'amour, naturellement, je ne vais pas m'appesantir, mais je le dois sur la haine. C'est le chapitre de la page 80. Oui, je le hais. Oui, je le hais. Oui. Et là, c'est mon choix de partager Une partie. cette haine, entre guillemets, qui est dans le livre, si vous voulez bien. Allons-y. Il me regardait nouer mon foulard. J'essayais d'imaginer ce qu'il devait avoir en tête. Déjà là, on fait rentrer un troisième personnage. Ouais. Enfin, deuxième ou troisième, selon. Un autre personnage, en tout cas. Ouais. Elle finissait de nouer son voile et de l'épingler ou accessoiriser. Bref, je voyais tout le temps et l'application qu'elle y mettait pour que ce soit parfait religieusement et esthétiquement. Tout le temps qu'elle s'affaira, je sentais le dégoût et le dédain qui montaient en moi et que je n'osais ni afficher ni exprimer. Non, je n'osais pas car je lui avais dit que j'acceptais son choix et que je ne lui demanderais pas de revenir en arrière. Elle respirait la joie de vivre, elle se sentait renaître, elle se sentait être tout court. Et moi, je mourais à petit feu. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ah, de beaucoup de choses. Et de beaucoup de qui. Il y en a qui m'ont dit pourquoi le foulard. Je leur ai dit parce que je suis partie de l'expérience de beaucoup de personnes. Mais ce qui est le foulard chez quelqu'un peut être autre chose chez quelqu'un d'autre. Mais le foulard ne désigne pas une gente féminine, certainement. Si. C'est une gente féminine. Ouais. Ça, c'est un signe qui montre que vous vous adressez à une femme, certainement. C'est une femme qui s'adresse en se mettant à la place d'un homme. C'est pour cela qu'il y a un troisième personnage qui entre en scène. Expliquez-nous plus spécifiquement. C'est une femme qui, dans son cursus, dans sa vie, à un moment ou à un autre, a eu à faire des choix. Et des choix où ne se retrouve peut-être pas que l'autre qui est en face. Et elle s'imagine ce que l'autre peut ressentir ou se dire et ne peut-être pas oser le lui dire en face. C'est pour ça que je dis le foulard est le parfait objet, mais ça peut être autre chose que le foulard. Est-ce qu'Anta faisait face à un miroir quand elle écrivait ces lignes ou bien? Non, jamais. C'est juste un effet. C'est un effet miroir, on va dire, parce que quand on est face au miroir, on se voit, mais on voit aussi tous ceux qui sont derrière nous. Et donc, c'est la somme des expériences de toutes ces personnes-là qu'on voit. Effet miroir, une manière d'écrire. Aussi. Une belle transition pour parler de style. Il y a également de la poésie dans un roman. Qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre de la poésie dans le roman? Pour être honnête, je ne suis pas une experte en littérature. Je pense que ce que je sais des différents styles ou différents types et genres remonte à mes classes de terminale, seconde, première. Mais je pense qu'à la base, c'était essentiellement des poésies. Et l'histoire a fait qu'on s'est retrouvé avec un roman à l'intérieur duquel on avait des poésies. Ouais, sans pour autant que ce soit... Sans pour autant que ce soit prémédité, ouais, ni volontaire. Voilà. Et c'est venu naturellement. Naturellement. Donc on dit que la poésie, c'est pour exprimer une frustration. Certains connaisseurs vont jusqu'à dire que c'est en période de crise que les poètes sont productifs. Tout comme les philosophes s'interrogent par rapport à certaines questions. Est-ce que c'est l'expression d'une frustration dans l'ouvrage que vous ne pouvez pas écrire en... Non, quand même, frustration écrite, je pense que ce sont des mots quand même assez, trop bien, des mots quand même très forts pour ce qui a motivé ces écrits. Je dirais plutôt beaucoup de questionnements.
beaucoup de questionnements qui m'ont amené à écrire, à poser sur papier. Des questions que j'ai posées, certainement, hein, à des personnes certaines fois, mais on est plus libre face au papier qu'en face des gens, je pense. C'est plus simple de s'exprimer à l'écrit que de s'exprimer à l'oral. Oui. Quelque chose que j'ai aimé, quand j'ai découvert personnellement, j'ai aimé, ça m'a captivé. C'est qu'il y ait en choix une innovation. Et aussi, même par rapport au style, c'est très digeste, c'est très simple, mais aussi c'est très profond, parce que ça accroche. Ça accroche. Combien de temps vous avez mis pour produire l'ouvrage déjà? Alors, je pense que déjà, ce n'était pas continu. Je pense que j'ai peut-être pris 1 an pour écrire les différents chapitres, chacun dans son contexte, pris individuellement. Et puis après, il a fallu peut-être entre 6 à 9 mois pour quand même en faire ce qu'il est aujourd'hui. C'est de trouver une ligne directrice, certainement. Exactement. Avoir une ligne directrice, donner du sens, avoir un découpage qui fasse sens, surtout. Oui. Et qu'est-ce qui vous incite à écrire, vu que c'est périodiquement que vous écrivez et par rapport à des contextes bien déterminés? Alors, tout et n'importe quoi. Une anecdote par rapport à quelque chose qui vous a poussé à écrire? Si je prends par exemple « Tes mains sont belles », je l'ai écrit parce que je voyais un couturier qui était en train de travailler. J'ai vu comment ses mains étaient écorchées et je les ai trouvées belles, tout simplement. Et ça m'a poussé à écrire ce chapitre-là. Donc pour dire que voilà, je n'écris pas parce que je suis frustrée, je n'écris pas parce que je suis hyper heureuse, je n'écris pas parce que je suis en crise. Je peux écrire, voilà, tout juste parce que sur un coup d'œil, ça me titille et voilà, ça me donne envie d'écrire. Et il y a aussi cette rencontre avec l'autre. C'est des expériences vécues ou bien c'est juste de l'inspiration? Les deux. Les deux. Quelles sont les rencontres que vous avez vécues et que vous avez traduites dans le livre? Ça me pousserait à avouer à certaines personnes qu'elles sont dans le livre et que je ne compte pas faire. Plusieurs m'ont dit, alors je suis dans quelle page, oui. Je leur ai dit, mais pourquoi voulez-vous être dans la page du livre? Oui. C'est imaginaire. Oui, c'est imaginaire, mais après, des situations ont donné naissance à l'imaginaire. Oui. C'est-à-dire certaines situations ont été vécues, mais m'ont poussé à broder, on va dire. Ouais. En me disant, et si ça ne se limitait pas qu'à ça, on peut aller au-delà. Et donc à pousser l'imagination et à écrire. Donc si je dis que ça fait référence à une personne, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai à 100%. D'où voilà, la réponse de, personne n'est dans le livre, mais tout le monde y est finalement. C'est un vécu qui est romancé. Un vécu voilà, qui est un vécu qui est romancé. Quelque part. Et là, je vous invite à partager un deuxième extrait. Oui. Alors, un troisième, je dirais, parce que un troisième pour le deuxième, c'est un choix personnel. Je l'ai arraché, oui. Alors, c'est difficile hein, de choisir. C'est difficile? Oui, c'est difficile de choisir. Oui. Vous allez tirer au sort ou bien? Non, j'avais déjà fait ma petite liste. Je pense qu'on va partir sur... négoce. Négoce, c'est à la page. Alors, on va voir le sommaire. Enfin, la table des matières plutôt. Alors, négoce, c'est à la page 44. 44. Voilà. Je ne le prendrai pas au début, je prendrai dans le cœur du texte. Mon échange avec Léna fut violent. Chacune défendit sa position et nous repartîmes chacune de son côté, fâchées pour la vie, atteintes au plus profond et révoltées.
Cette jeune fille n'avait d'ambition que de se faire belle et de manière ô combien superficielle. Tout ce qui lui importait, c'était de paraître comme une princesse et de bénéficier de tous les atouts de la royauté, sans pour autant connaître ou en comprendre les rouages. Les codes qui sous-tendaient ce mirador lui étaient inimaginables et à coup sûr lui seraient insupportables. Et ses parents la poussaient à bout de bras dans l'antre du diable. Il n'avait Dieu que pour le clinquant de la chose et la flatterie de l'ego. Qu'en était-il de son moi? Comment comptait-elle l'alimenter? Quel serait son avenir? Que serait sa satisfaction personnelle? Pourquoi se laissait-elle glisser ou entraîner dans ce lac de désespoir? En était-elle arrivée à ce point où pour elle il n'y avait plus rien à faire, sinon se laisser tendre une corde de survie? C'est de qui est-ce qu'on parle? Moi, c'est la question qui me vient tout le temps à l'esprit, qui taraude mon esprit. Quand je lis un chapitre, j'essaie d'imaginer un personnage, de créer des images dans ma tête. Est-ce une peinture de cette nouvelle génération ou bien c'est une personne qui a existé, entre guillemets, qu'on a romancé? Non, ce n'est pas une personne romancée. C'est un clin d'œil à la nouvelle génération. Enfin, nouvelle entre guillemets, hein, parce qu'elle peut aussi être la mienne, ou même celle dépassée. Mais comme on dit, ce qui est passé, on se concentre plus sur le présent ou le futur. Mais c'est un clin d'œil à ce regain d'amour, je veux dire, et d'attirance pour tout ce qui est superficiel, pour tout ce qui est artificiel. Et la question, c'est, dans tout ce tohu-bohu de clinquant, finalement, est-ce que les jeunes filles s'y retrouvent? Est-ce que c'est leur choix? Est-ce qu'on les y pousse? Et elles l'acceptent finalement? Ou est-ce qu'elles ne savent pas? Je pose la question à savoir si c'est par mimétisme que les gens adoptent certaines... Ou par ignorance? Ou par ignorance, certainement. Mais par rapport à ces attitudes, ou bien ces choix de vie, quelque part, comme le disent certains, qu'est-ce que vous voulez leur montrer à ces jeunes ou ces moins jeunes qui sont dans cette dynamique de vouloir tout ce qui est clinquant, paraître guislainement comme on le dit en Wolof, qui sont dans une utopie, je ne sais pas. C'est pas naturel, c'est pas réel en tout cas, c'est style de vie. Mais il y a des gens qui sont adeptes de ce style de vie. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à travers ces lignes? D'abord, c'est pas non, une leçon loin de là, loin de là. Comme je l'ai dit, c'est le fruit d'une réflexion qui est née de l'observation de beaucoup de faits de société. Et je m'adresse à elles parce que ce sont mes sœurs, sont mes tantes, sont mes filles. Finalement, qu'est-ce que vous voulez de la vie? Est-ce que c'est la traverser en étant accroché à des choses qui ne sont pas vraies? Ça peut être un choix que je respecte. Ou est-ce que c'est donner du sens à sa vie? Et du moment où on veut donner du sens à sa vie, on y met du contenu. Est-ce que ce à quoi elle s'accroche aujourd'hui, c'est viable? Est-ce que c'est du contenu? Est-ce qu'elles se sont arrêtées pour se poser la question de savoir est-ce qu'elles s'y retrouvent? Est-ce que ça leur convient? C'est vraiment les pousser à y réfléchir encore. Parce que les années de la jeunesse, elles ne sont pas longues. Donc à un moment, il se sera dépassé. Et j'espère beaucoup que ce cap dépassé, il n'y aura pas de regret. C'est ce que je souhaite à tout. Et pourtant, parmi ceux qui aiment ce clinquant, bien ce choix de vie artificiel, il y a même ceux qui vont jusqu'à vouloir changer de couleur de peau. C'est pour mettre le doigt par rapport à ce phénomène de la dépigmentation et qui est par la suite devenu un problème de santé publique. C'est aussi une manière de tirer sur la sonnette d'alarme. Oui, aussi.
Et le bon mot, c'est problème de santé publique. Parce qu'il n'y a pas de choix sans conséquences. Effectivement. Et aujourd'hui, pour évoquer l'exemple que vous avez donné, qui est un parmi tant d'autres, la dépigmentation, aujourd'hui, elle ne les impacte pas, elle impactera forcément leur descendance. Si descendance il y a, parce que la dépigmentation peut l'empêcher. Et donc la question, c'est aujourd'hui, en faisant ce choix-là, est-ce qu'elles maîtrisent tout le périmètre? Est-ce qu'elles ont bonne connaissance de tout ce que ça peut induire comme conséquence? Et encore une fois, si le choix est fait en toute raison, pas de souci. Mais ce serait dommage que des choix soient faits à l'aveuglette. Et c'est ce qui n'est pas souhaitable du tout. Avant d'évoquer l'écosystème du livre, avant d'aborder cette question, je vais vous inviter à partager notre page, certainement. 40 ans. 40 ans. À la page 114. 114. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un tournant déterminant de la vie. J'ai même entendu dire qu'on y vivait une crise nourrie de questionnements et de choix décisifs, qui se percevait au travers de manifestations irrégulières d'émotions, d'envie, de comportements et j'en passe. Pour ceux qui sont versés dans la religion musulmane, ils établissent une comparaison avec l'âge où le prophète Mohammed a reçu sa première révélation pour étayer le caractère mature de cet âge. D'ailleurs, dans le verset 15 de la sourate 46, Dieu nous dit « Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit au Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi et je suis du nombre des soumis. » Pour les professionnels du développement des compétences, il s'agit d'un âge où l'on affirme son expertise et s'inscrit durablement dans un domaine d'activité bien défini. 40 ans. 40 ans. Qu'est-ce que cet âge représente pour vous personnellement? Alors, déjà en rapport avec la spiritualité, je pense que tout est déjà dit. Oui. Enfin, c'est le seul âge qui est mentionné dans le Coran. Enfin, j'en parle parce que c'est ce que je connais, qui est ma référence. Comme on dit, Yalla du Wakhantu. Donc certainement, il y a beaucoup de symbolique autour de l'âge. Mais une fois qu'on sort de ce cadre spirituel, on parle beaucoup de la crise de la quarantaine des hommes. La quarantaine des hommes, oui. Et je pense qu'on voit, je pense qu'arriver à l'âge de 39-40 ans, ils sont dans dans des tourbillons, on va dire. J'ai échangé dessus avec des hommes, certains l'ont même confirmé. Effectivement, c'est une période où ils se posent beaucoup de questions sur leur choix de vie, sur la tournure qu'ils vont donner à l'âge suivant. C'est un autre cycle, hein, à vrai dire. C'est un autre cycle. Certains disent que 40 ans, vous êtes au